Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro des dossiers Télé 7. Ce soir, nous allons aborder un sujet intéressant qui se rapporte à l'éducation, à la formation de notre jeunesse. L'impératif d'échanger l'école au Congo est d'autant plus indispensable que depuis la chute de Mobutu, rien n'a été transformé en profondeur dans notre système éducatif national. À certains égards, on a même l'impression que tout empire, que la détérioration des institutions scolaires et universitaires s'accélère vertigineusement, sauf dans certains nombres d'établissements confessionnels qui travaillent selon des orientations religieuses précises. Le pays semble avoir perdu le sens de ce que l'éducation scolaire et universitaire signifie. Aucune boussole idéologique n'est visible, aucune base philosophique sur les buts et les priorités du système éducatif n'est clairement définie. Voilà. Autour de ces sujets et autour de cette manière de comprendre les choses que nous allons essayer avec le professeur Kamana, qui est mon invité de ce soir, d'analyser le système éducatif congolais, le système éducatif congolais qu'il faut réimaginer, qu'il faut réinventer. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté une fois de plus d'échanger avec nous dans le cadre de ces dossiers de Télé 7. Je repris in extenso vos phrases. Et vous considérez que tout est à réinventer et que le tournant actuel, le Congo ne l'aurait pas bien négocié. Effectivement, ça fait plusieurs années déjà que j'observe le système éducatif congolais, le système éducatif africain, dans les grandes pathologies dont il souffre. Et il m'a semblé bon d'écrire une série d'ouvrages sur ces systèmes éducatifs afin de montrer en quoi il est important de réimaginer ces systèmes, de réinventer leur contenu, de repenser leurs méthodes et de projeter de nouvelles utopies pour que dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, nous puissions au Congo et en Afrique avoir des systèmes de formation et d'éducation à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et des perspectives du futur. Alors le livre que je viens de publier sous le titre « Réimaginer l'éducation de la jeunesse africaine » avec comme sous-titre « Idées directrices et orientations fondamentales » vise à poser ces problèmes de nos systèmes éducatifs et à proposer des orientations que je crois aujourd'hui essentielles si on veut que l'Afrique, que le Congo puisse tenir le coup face aux exigences du présent et de l'avenir. Donc ces livres rassemblent ce que j'ai pu récolter comme information et élaborer comme réflexion sur l'éducation des générations montantes aujourd'hui. Alors professeur, vous allez encore plus loin. La seule raison pour laquelle l'école continue de fonctionner au Congo, c'est qu'elle existe déjà et qu'il n'y a aucun motif valable pour qu'elle meure dans une société où on est déjà habitué à envoyer les enfants suivre l'enseignement dans les classes conçues à cet effet. Vous dites qu'on envoie les enfants ici au Congo par simple formalité. Exactement. Quand vous analysez notre système éducatif du point de vue des infrastructures, pour ne commencer que par ça. Alors vous vous rendrez compte, surtout dans les milieux ruraux, et même dans les milieux urbains, les infrastructures se sont effondrées et les enfants vont à l'école, même dans les universités, par habitude d'aller, mais pas parce qu'on a un projet éducatif qui se réalise à l'intérieur de l'école, des universités, le projet en fonction duquel l'école est conçue et pour lequel les générations montantes sont formées. Il y a une crise fondamentale des infrastructures aujourd'hui. On dirait que nous, parents, nous nous débarrassons des enfants
en les envoyant dans des infrastructures dont nous savons très bien qu'elles ne correspondent pas à une situation de formation normale qui vise une certaine capacité de maîtriser les savoirs et de travailler, de faire travailler les enfants en fonction de leur avenir, de l'avenir qu'ils doivent construire. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau, c'est les méthodes même de l'enseignement. Les stratégies qui sont mises en œuvre dans l'ensemble du système scolaire et universitaire. Une simple analyse montrerait que nous ne savons pas ce que nous voulons faire. Ou même si on analyse un peu plus en profondeur et qu'on regarde les stratégies, on se rendra compte, pour prendre quelques images, que ce sont des stratégies pour former des perroquets, des mauvais perroquets d'ailleurs, parce qu'ils ne savent même pas bien reprendre ce qu'il faut répéter, pour former des caniches qui doivent entrer dans une société où on se courbe et on reçoit des ordres pour former, je dirais, des ânes. Parler des gens qui ne réfléchissent pas. Oui, et des moutons, des panurges. Voilà, du point de vue méthodologique, du point de vue stratégique, l'école et les universités dans lesquelles nous nous trouvons. C'est de cette manière qu'elle est conçue. C'est de cette manière qu'elle est conçue et il suffit d'assister à n'importe quel cours dans les universités aujourd'hui pour voir ces caractères de répétition stérile dans un système où on travaille dans le sens d'une pyramide dont on croit que les maîtres connaissent, alors que les maîtres eux-mêmes ne s'informent plus à l'école secondaire, l'école primaire, même dans les universités. On a en fait un système complètement obsolète. Mais plus en profondeur, encore, c'est la question, répondre à la question, que voulons-nous faire avec notre école aujourd'hui? Pourquoi avons-nous des écoles? Pourquoi avons-nous des universités? Quand on regarde ces questions-là, tout de suite, on dit, mais il n'y a aucune vision à partir de laquelle nous travaillons pour faire de l'école et des universités des lieux qui répondent à des problèmes qui sont les nôtres. Pour que nous disions, l'école, l'université, c'est pour répondre à tel problème. Alors, la seule raison pour laquelle ça continue, c'est que ça existe. Mais personne ne peut dire aujourd'hui pourquoi nous avons des universités, pourquoi nous avons des écoles, autrement que par l'accoutumance à c'est quelque chose qui existe déjà. Et c'est là que j'ai dit, quand on prend conscience de cette situation, il faut réfléchir, il faut réimaginer l'école et voir comment réinventer notre capacité de donner des buts, de construire un projet et d'imaginer des méthodes pour entrer dans le monde d'aujourd'hui. Parce que l'école, l'université, ce sont des lieux d'ouverture au monde. Oui. Et dans ce monde-là, il faut être attentif à la manière dont les systèmes éducatifs fonctionnent dans les pays qui réussissent à avoir un certain dynamisme et à promouvoir un certain développement par rapport à nous qui avons perdu l'essence même de ce qu'il faut faire pour que l'école puisse devenir les lieux d'invention de notre propre avenir. Dans votre autre publication, Éduquer l'imaginaire africain, avec comme sous-titre le devoir d'aujourd'hui et les enjeux d'avenir, il est complémentaire. Hein. Elle est complémentaire, je voulais dire. Oui. Ça, c'est ce livre, Éduquer l'imaginaire africain, est vraiment complémentaire. J'essaie de continuer la même réflexion, mais à partir des expériences différentes et des points de vue qui permettent d'éclairer le problème et de le faire saisir dans sa profondeur et dans ses dimensions ces dimensions vraiment essentielles aujourd'hui. Et c'est ce travail-là qui m'a fait voir qu'il y a un débat à mener, des décisions à prendre, des choix à faire pour que nous ayons une école, des universités capables de relever les défis du monde actuel. Sinon, dans quelques décennies,
La différence entre nous et les autres pays serait la différence entre les singes et les hommes. Alors, professeur, là, vous dites quelque chose d'extrêmement grave, mais vous avez tout au début dit que il faut réinventer des nouvelles utopies et que nous avons des problèmes. Quels sont les problèmes qui se posent à nous pour que nous puissions réinventer des nouvelles utopies? Le problème, c'est notre place dans le monde aujourd'hui. Le monde est un monde dominé par l'économie, dominé par la science, dominé par la puissance militaire, dominé par la capacité de développer tellement les matières grises que ceux qui n'y arrivent pas à développer les matières grises sont largués et vivent tout simplement en suivant comme des moutons ceux qui sont les maîtres du monde et qui donnent des orientations. Aujourd'hui, ici au Congo, quelle est notre place dans l'économie mondiale? Quelle est notre place dans la politique mondiale? Quel est notre dynamisme scientifique en tant que pays capable d'offrir au monde des résultats des recherches qui sont des recherches faites au Congo en fonction des problèmes du Congo et des problèmes du monde? Il n'y en a pas. Donc nous sommes là dans une léthargie globale de l'intelligence et on a l'impression que la matière grise ne fonctionne plus et quelque chose d'autre est dans nos têtes. On est comme tétanisé. Complètement, complètement. Et dans cet immobilisme, on laisse aller les choses et nous ne posons plus la question de savoir ce que nous voulons faire de l'école, ce que nous voulons faire de l'université et comment faire de l'école et de l'université des lieux de la production des utopies, des rêves, des capacités de dire voilà le pays que nous voulons construire, voilà l'Afrique que nous voulons construire et nous nous donnons des stratégies, des centres de recherche, hein, des lieux de formation, des réflexions, des think tanks qui fassent que la société soit constamment en ébullition du point de vue de sa propre créativité. Nous ne sommes plus créatifs du tout dans nos pays, et particulièrement au Congo aujourd'hui. Vous chercherez en vain où sont les centres de recherche scientifiques ici au Congo. Vous chercherez en vain où sont les universités des standards internationaux. Vous chercherez en vain où sont les think tanks qui, face aux problèmes, proposent des solutions et des idées, des orientations, de telle manière que les décideurs puissent décider en fonction des recherches faites par ceux qui veulent montrer vers où il faut aller. En fait, c'est la faillite de l'intelligence congolaise, c'est la faillite de l'intelligence africaine. Il faut travailler sur cette faillite-là de l'intelligence pour aller plus loin et construire une nouvelle université, une nouvelle école. Mais la faillite, ce n'est pas seulement la faillite de l'intelligence, c'est la faillite des valeurs. Et ça, c'est très grave. Notamment les valeurs spirituelles. Hein. Il y a des valeurs, je dirais, morales, comme pour le dire. C'est-à-dire la capacité de chercher où est le bien et où est le mal. Hein. Comment faire que, à l'école, les enfants apprennent ces choses simples, le bien et le mal. Il n'y a même plus aujourd'hui un cours sérieux de civisme. Hein. Nous en sommes maintenant à l'éducation, à la nouvelle citoyenneté qui consiste à lancer quelques slogans à la télévision. On ne forme pas un peuple de manière éthique avec des slogans à la télévision. On fonde un système éducatif qui, dès le départ, dès l'école maternelle, donne aux enfants le sens du bien et du mal. Ces sens, c'est tellement effondré qu'aujourd'hui, on a des phénomènes complètement incroyables, des points sexuellement transmissibles, un tel laisser-aller dans la capacité des examens. Un exemple très simple, c'est hier que je suis allé pour donner une conférence à l'université, à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Et quand je suis arrivé pour cette conférence, la salle où je devais faire la conférence était occupée par les étudiants qui devaient faire un examen. Alors, pour moi, c'était un laboratoire où je me suis installé et j'ai observé. Le professeur a distribué des questions d'examen.
mais il n'y avait aucune surveillance véritable. C'était des questions à choix multiples. Je voyais les étudiants tricher allègrement, comme si ça faisait partie du système que la tricherie fonctionne. Ça veut dire, j'ai tout de suite compris que le sens du bien et du mal a disparu. Ce sont les valeurs morales. Mais il y a aussi les valeurs spirituelles. Ils ont la capacité de poser des questions fondamentales et face à ces questions fondamentales, d'ouvrir un avenir capable de mettre les générations montantes face aux questions ultimes. Pourquoi sommes-nous ensemble en tant que Congolais? Quel pays voulons-nous construire? Et en Afrique, quelle est notre place? Dans le monde d'aujourd'hui, quelle est notre place? Alors là, je prends une phrase que j'ai lue dans le livre. Le continent africain est aujourd'hui au carrefour où les figures spirituelles les plus marquantes de l'histoire se sont rencontrées et ont ouvert d'immenses possibilités nouvelles pour proposer au monde ce que pourra être la spiritualité de l'intermondialisation. C'est dire que tout peut se décider à partir de l'Afrique. Mais exactement, c'est ma conviction dans ce livre. Aujourd'hui, nous avons un héritage spirituel extraordinairement riche, mais ni connu, ni exploité. Je prends juste le Congo aujourd'hui. Mais c'est quand même le pays où Simon Kimbangu a construit une spiritualité de l'indépendance, de la liberté et de la capacité pour l'homme congolais de construire sa destinée. C'est chez nous que nous avons Kimbangu. Nous avons ici chez nous, nous sommes le pays du cardinal Malula, qui a construit une spiritualité de l'africanité responsable et créatrice. C'est ici, ici chez nous. C'est ici chez nous qu'il y a un bouillonnement. On a même obtenu le rite zaïrois de l'époque. Par exemple, ça veut dire que le catholicisme congolais était en avance sur tous les systèmes catholiques d'Afrique, et je dirais même du monde. Parce que nous avions fait de la question de notre identité, de la question de notre ouverture au monde, des questions vraiment centrales. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cet héritage se meurt et que personne ne veut repenser la spiritualité pour le Congo. Alors, on se laisse envahir par des spiritualités délirantes, débiles, et qui, sous prétexte qu'on veut avoir un peuple éveillé, donc tout simplement un peuple de plus en plus débile dans sa manière de percevoir son destin. Et cette spiritualité-là casse la créativité du peuple congolais. Alors j'ai essayé de montrer qu'il est temps de fonder les choses sur les valeurs spirituelles de la responsabilité, sur les valeurs éthiques du bien et du mal, et sur les valeurs intellectuelles de la capacité d'utiliser la raison africaine, la raison congolaise, la capacité des Congolais et des Africains à s'imaginer comme des peuples d'inventivité capables de répondre à leurs problèmes. Et l'éducation, ça doit être ça. Répondre, former des gens capables de répondre aux problèmes et aux défis qui surgissent dans la vie de tous les jours. Le plus grand défi aujourd'hui, professeur, c'est cette crise morale. Il y a aussi cette misère ambiante. Oui, mais la misère, c'est le signe que l'esprit ne fonctionne pas. C'est le signe que l'intelligence a été détruite. C'est le signe que le peuple ne cherche plus en lui-même les forces pour transformer sa situation. Comment peut-on être pauvre à côté de tant de richesses? Comment peut-on être pauvre dans un pays comme le Congo, où finalement les possibilités sont extraordinaires? Je vous donne l'exemple, je reviens du Bas-Congo. À Boma, il y avait un colloque sur le développement du Bas-Congo, colloque qui a rassemblé beaucoup d'intelligence de la région. Et là, je rencontre au cours de ce colloque un prêtre catholique qui est directeur d'un institut supérieur d'agroalimentaire. Et il nous donne des exemples qui vous font tourner la tête.
Il dit, par exemple, on lui a demandé, parce qu'il a inventé un modèle de pain riche qui demande qu'on mette 80% ou 85% farine de blé et 15% farine de manioc. Alors, ici, l'industrie du manioc, hein, ceux qui fabriquent la farine, dit très bien, votre invention elle est extraordinaire. Nous aimerions que vous nous fournissiez 12 000 tonnes par semaine pour que nous puissions fabriquer le pain dont vous parlez. Et il nous a dit, il est impossible aujourd'hui de fournir 12 000 tonnes pour fabriquer... Alors comment se fait-il que nous soyons incapables de fournir 12 000 tonnes alors que nous avons l'espace pour ça? Beaucoup d'espace. Et il y a quelques années encore, le même problème s'est posé autour de l'huile. Une société italienne est venue dans notre pays pour qu'on puisse par semaine trouver 5 000 tonnes d'huile de palme. Eh bien, on a été incapable de le faire. C'est la Malaisie qui a pris la relève. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, on pouvait bien réunir. Alors, voilà, c'est pour ça que quand vous dites la misère, hein, c'est la misère de l'intelligence. Ce n'est pas parce que l'espace manque ou parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour être riche. La misère congolaise est un scandale de l'intelligence, c'est un scandale de la conscience et c'est l'expression de l'incapacité d'organiser un espace qui soit un espace productif parce que les intelligences sont des intelligences productives. Et c'est cela qu'il faut maintenant, c'est avec ça qu'il faut casser pour que nous puissions réimaginer une éducation inventive à l'intérieur d'un système de formation qui, de la maternelle jusqu'à l'université, fournissent des gens capables de trouver des solutions aux problèmes parce qu'ils sont formés pour être inventifs. Notre système éducatif, comme je l'ai dit, ça forme des perroquets, ça forme des moutons, des paniches, ça forme des caniches. Hein, ce n'est pas, ça forme des ânes. Ce n'est pas un système pour former des hommes, c'est-à-dire des êtres créateurs. Ce qui caractérise l'être humain, c'est sa capacité de créativité pour résoudre les problèmes. Et maintenant, il faut imaginer un système scolaire et universitaire où cela devient possible. Alors, professeur, est-ce que ce n'est pas un problème global de l'ensemble de la société, dans son fonctionnement, dans sa conception même? Oui, mais bien sûr que c'est notre problème à nous tous. Hein, parce que nous sommes entrés dans une dynamique où, depuis la maternelle jusqu'à l'université, mais également dans tous les secteurs de la vie, il est impossible de trouver des créateurs de solutions. Parce que la société est accoutumée à vivre dans une ambiance où personne ne cherche les solutions parce qu'on croit que quelqu'un d'autre va le faire. Et par exemple, que les Chinois vont construire les routes, la Banque mondiale va donner de l'argent pour la régie des eaux. L'adduction d'eau. Oui, et que l'Occident va assurer la sécurité, que les armées étrangères vont venir. Alors, dans tout ça, la force internationale neutre va venir, etc. Comment voulez-vous qu'un peuple fonctionne mentalement de cette manière-là et croit qu'il va être un grand peuple? Non, l'éducation, c'est pour... L'éducation qu'il nous faut, c'est d'être un grand peuple capable d'imaginer un grand destin et de se donner des stratégies pour ces grands destins à partir du travail que l'on fait déjà avec les enfants à la maternelle, leur donner une certaine idée du Congo. Dans les universités, dans les écoles, avoir une certaine idée de ce que nous voulons faire de ces pays et de ce que chaque Congolais veut être effectivement. Mais j'ai constaté que dans notre système éducatif, ce travail sur l'imaginaire, il n'est pas fait. Et il faut maintenant réimaginer l'éducation. Alors il faut une rupture. Hein. Cassure complète. Il faut une cassure complète avec ce qui s'est fait maintenant. Parce que là où nous envoyons nos enfants, là, si nous sommes sincères
avec nous-mêmes, nous le savons. Nous savons que l'école congolaise, l'université congolaise, ça ne forme pas des hommes pour vivre aujourd'hui. Mais comme nous avons le sentiment d'être des victimes, personne ne dit on casse avec ces moules. Il faudrait un jour que des gens se révoltent et créent des universités alternatives, mais qui n'ont rien à voir avec le ministère de l'enseignement supérieur, parce que ces universités seront les universités où on utilise d'autres méthodes, où on se donne des infrastructures qui comptent et où on forme l'esprit d'inventivité face aux problèmes qui se posent. Le jour où nous prendrons ces initiatives des universités alternatives, eh bien, le pays commencera la remontée du gouffre. La remontée du gouffre, ce n'est pas demain, professeur. Ah, contrairement à ça, moi je crois que c'est demain. C'est vraiment demain. Parce que maintenant, il n'est pas possible que nous ne nous en sortions pas. Ce qui manque, c'est des lieux de réflexion, des lieux de mobilisation. Un peu comme ce que Mobutu faisait dans le temps, la MOPAP, hein, qui était vraiment une mobilisation idéologique à l'échelle nationale. Une machine. Oui, c'était vraiment une machine idéologique de construction d'un esprit militant. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau de la créativité intellectuelle? Pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau de la contestation du système universitaire et scolaire pour que des gens commencent à dire « nous allons faire autre chose ». Et plus on le dit, plus on convainc des gens, et mieux on s'engage là-dedans. Moi j'ai pensé que dans 2 ans, si ce travail s'est fait au niveau de la mobilisation des consciences, beaucoup d'initiatives nouvelles naîtront. Parce que vous voyez bien qu'on a créé énormément d'universités, énormément d'écoles. Ça veut dire que la volonté y est. Mais seulement, on n'a pas cherché le contenu, les orientations et les utopies pour cela. On n'est pas entré dans la compétition mondiale. Parce que l'école, l'université aujourd'hui, c'est la compétition mondiale. On dit, nous allons faire la meilleure école du monde. Nous allons faire les meilleures universités du monde. Nous allons faire les meilleurs lieux de publication du monde. Nous allons avoir les meilleurs centres de recherche du monde. Et à tout moment, on pousse les Congolais à aller dans ce sens. Ceux qui ont les moyens, ils les mettent dans cette perspective-là. Les décideurs politiques, mais on pousse pour qu'ils aillent dans cette perspective. Et à force de prendre cette conscience que nous voulons être un Congo qui puisse rayonner dans le monde entier, à force d'avoir ça, on aura véritablement un Congo qui le fera. C'est ça le but de ce livre, Réimaginer l'éducation. C'est construire ces Congos-là dans nos intelligences, dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos consciences, pour que partout où il est question d'éduquer nos enfants, nous devenions responsables de cette éducation. Au lieu de laisser les enfants dans des universités irresponsables et dans des écoles irresponsables, que nous prenions la responsabilité d'être nous-mêmes responsables. Et à ce moment-là, on construira une nouvelle école, une nouvelle université congolaise. Merci, professeur Kamana, pour cet entretien ô combien intéressant. Merci à vous, amis téléspectateurs. Dans une demi-heure, ça passe très vite. Nous sommes donc arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.